Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode du balado Les Chiffres. Je suis Éric Grenier avec mon ami Philippe J. Fournier. Philippe, bon anniversaire. C'est le premier Absolument. anniversaire de notre balado. Notre balado qui a maintenant 1 an en anglais The Numbers et en français Les Chiffres. Oui, Éric, très content de toujours continuer cette aventure avec toi et j'espère que ça va durer encore plusieurs années. Alors, nous avons un épisode des chiffres aujourd'hui parce que nous avons des chiffres québécois à partager avec nos auditeurs et à analyser, bien sûr. Oui, et dans l'avenir, les épisodes de Les Chiffres, ça va être n'importe quelle journée. Si on a quelque chose à discuter, on va enregistrer un nouvel épisode. Donc, ça va être un peu par hasard, mais je pense que ça va être mieux d'avoir des choses à discuter. Et donc, comme tu as dit, on a 2 sondages dans les dernières semaines, mais il y a quelques heures que le sondage de Palace Data a été coulé. C'était un sondage qui a été commandé par le Parti conservateur du Québec. Mais quand même, c'est des résultats qui sont assez semblables à le récent sondage de Léger. Alors, si on fait juste une rapide comparaison, les sondages. Donc, Léger, à la fin du mois d'août, mesurait 29% pour le Parti québécois, toujours en première place à l'échelle nationale au Québec, 24% pour la CAQ. Les libéraux, ça n'a pas bougé, 16%, Québec solidaire 15%, le Parti conservateur 13%. Point intéressant, le Parti conservateur était à 10 dans le dernier sondage léger, c'est-à-dire en juin, le dernier sondage léger de la session parlementaire. Donc, un bond de 3 points, ce qui est bien sûr à l'extérieur de la marge d'erreur ou la marge d'erreur présumée d'un sondage en ligne. Alors, est-ce que c'était une fluctuation? On remarque dans le léger que les chiffres du PCQ, d'Éric Duhem, avaient grimpé principalement à cause du vote non francophone. Donc, il travaille très fort avec les communautés linguistiques, surtout à Montréal. Il va à CJAD et d'autres stations anglophones. Et donc, ça fait mousser ses appuis. Et donc, dimanche matin, en effet, un sondage qui a été commandé par le PCQ, et on va revenir là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait avec les sondages qui sont coulés par des sources partisanes. 31% pour le Parti québécois, donc très près de Léger, 23% pour la CAQ, c'est 8 points d'avance pour le PQ. Les libéraux à 17%, attention, les conservateurs à 14% et Québec solidaire à 13%. Alors, là, j'ai vu rapidement bien des partisans conservateurs au Québec dire « Ah, ça y est, le PCQ a dépassé QS. » Attention, c'est 1 point, c'est une égalité statistique. Mais tout de même, je pense qu'on remarque depuis plusieurs mois que chez QS, c'est plutôt difficile. Et donc voilà, donc de voir Léger à 15 et le Palace à 13, on fait une moyenne environ 14, le parti n'a pas progressé. Éric, j'aimerais avoir bien sûr tes impressions, tes commentaires sur le sondage avant qu'on aille dans les détails régionaux et démographiques. Est-ce que tu avais des impressions sur ces sondages? Je trouve ça intéressant quand on voit tous les sondages qui ont été faits pendant les derniers mois, même la dernière année, sont assez semblables. Ouais. C'est stable au Québec et c'est stable avec tellement de changements depuis les dernières élections. Et ça, je trouve que c'est un peu surprenant qu'on peut avoir un bond de, 15 points du Parti québécois et ça dure comme ça. Ouais. La CAQ, la chute de la CAQ n'a pas continué et c'est des bonnes nouvelles si c'est vraiment des bonnes nouvelles, mais c'est quelque chose au moins pour François Legault parce que selon tes projections, mes projections, la CAQ au moins est dans la course pour former l'opposition officielle dans un gouvernement minoritaire avec le Parti libéral. C'est le Parti québécois en première place. Mais le fait que le Parti conservateur est maintenant entre 13 et 14%, et comme tu as dit, avec 20-25% parmi les non-francophones. Ouais. Est-ce que c'est possible aussi que c'est un effet de Pierre Poilievre? Parce qu'on voit dans les sondages fédéraux la même chose que le Parti conservateur a bondé un peu parmi les non-francophones. Oui, absolument. Donc, on dit en anglais la cross-pollination, la pollinisation, si tu veux, on pourrait dire en français, entre le fédéral et le provincial. C'est sûr que ça joue quelque peu chez la communauté anglophone de Montréal et bien sûr les communautés linguistiques, les minorités linguistiques au Québec. Le PCQ ne pourrait pas gagner de siège. Les écarts sont trop grands.
Même s'il récoltait 20% du vote non francophone, il n'y a pas de nouveau siège à Montréal dans les cantons de l'Est pour les conservateurs. Cependant, ça fait grimper le parti dans les appuis populaires à l'échelle nationale. Et je pense que ça met de la pression sur, justement, pour... Québec solidaire ne veut pas finir 5e à la prochaine élection. T'sais, en 2022, là, ils étaient un peu déçus du résultat. Ils avaient remporté 11 sièges. Ils ont remporté leur 12e siège éventuellement. Mais au suffrage, ils avaient terminé 2e. C'est eux, ils ont dépassé le PQ, ils ont dépassé les libéraux. Bien sûr, c'était serré, là, on parle d'une fraction de point, mais quand même, Québec solidaire avait terminé 2e. Et le parti n'a jamais réussi à prendre ce tremplin-là. Et là, ça fait 2 ans et on voit les sondages 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16. Et là, bon, OK, bien sûr, il va y avoir d'autres péripéties. Là, on sait que ce qui est arrivé avec Mme Émilie Lessard-Terrien, elle a quitté après quelques mois à peine. On va sûrement avoir Ruba Gazal à l'automne. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Québec solidaire. Est-ce qu'ils vont être capables de reprendre du galon? Parce qu'avec un parti québécois autour de 30% à l'échelle nationale, avec M. Plamondon qui parle ouvertement de la question nationale et d'un futur référendum, très difficile pour Québec solidaire de jouer sur ce terrain-là parce que je ne pense pas que beaucoup d'électeurs prennent ça au sérieux. Le dernier léger avait bien sûr les chiffres sur la souveraineté. Bon, c'était 56 contre 35 pour. Mais chez Québec solidaire, c'était 1 tiers, 2 tiers. Et donc, si Québec solidaire veut voler des votes au PQ en étant plus souverainiste ou en agissant de façon plus souverainiste, ils vont perdre des électeurs. Ils sont coincés dans ce cas-ci. Mais évidemment, je ne voulais pas commencer nécessairement avec Québec solidaire, mais c'est quand même spectaculaire qu'il soit, encore dans les mêmes eaux malgré les péripéties. Et Éric, tu as mentionné le mouvement du PQ, les vases communicants entre le PQ et la CAQ. Le PQ qui a pris 15 points depuis l'élection. Tous ces points sont venus de la coalition Avenir Québec. Les 3 autres partis sont à peu près au même niveau qu'ils étaient lors de l'élection. Donc, ça m'indique que, oui, tu as mentionné la CAQ serait compétitive pour être l'opposition officielle si des chiffres comme ça se transféraient dans l'urne. Moi, je te dis, ils seraient encore compétitifs pour gagner s'ils arrivent à arracher quelques points. Parce que s'ils arrivent à arracher quelques points, c'est du PQ, c'est un transfert direct du PQ à la CAQ et donc ça a un double effet, n'est-ce pas? Oui, et je veux plonger un peu dans les détails du sondage, surtout de Palace, parce que on n'a pas les mêmes niveaux de détails dans les sondages de Léger dans la grande région de Montréal. Et je trouve que c'est assez important parce qu'il y a une élection partielle qui s'en vient dans le banlieue. Ouh. Mais dans les chiffres de Palace, on voit que le Parti québécois est à 37% dans les banlieues de Montréal. La CAQ est à 23%. Et dans la région du Québec, de Québec, c'est 36% pour le Parti québécois, 21% pour la CAQ, 22% pour les conservateurs. Mais c'est intéressant pour moi de voir que, en ce moment, on sait que le Parti québécois a beaucoup d'appui dans l'Est du Québec, par exemple. Mais c'est comme, le parti est maintenant un parti de la ville de Québec et les banlieues de Montréal. C'est un peu la recette de la CAQ et même l'ADQ en 2007. Oui. Mais c'est intéressant pour le Parti québécois parce qu'il pourrait former un gouvernement au moins minoritaire avec les banlieues de Montréal et la ville de Québec. C'est intéressant parce que Palace, dans ces chiffres-là, a le Parti québécois un peu plus élevé dans les banlieues. Bien sûr, on fait attention à l'échantillon, mais c'est quand même, la fréquence non pondérée, c'est quoi? 366 répondants, c'est considérable quand même pour un échantillon aléatoire. Tu as mentionné le PQ à 37%, c'est 14 points d'avance sur la CAQ. Et donc, si le PQ a 14 points d'avance dans les banlieues de Montréal sur la CAQ, c'est un revirement de quoi? 40 points depuis l'élection. La CAQ avait balayé En fait, le PQ n'a aucune circonscription dans les banlieues de Montréal, alors que, on pense à Longueuil, on pense à Verchères, Saint-Bruno, Montarville. Je veux dire, ces circonscriptions-là qui, de façon classique, votaient pour le Parti québécois et qui pourraient revenir. Et tu as mentionné l'élection partielle, bien sûr, avec la démission de M. Fitzgibbon. Ça laisse un trou béant à Terrebonne. Et Terrebonne... si j'avais bien vu dans les cartes, entre 1976, donc la première victoire de M. Lévesque,
Jusqu'en 2018, la première victoire de la CAQ, le PQ avait perdu Terrebonne une seule fois et c'était pour une brève période en 2007 quand Mario Dumont l'avait gagné. Alors, c'est une circonscription qui est péquiste. Est-ce que cette partielle-là pourrait mettre encore plus de pression sur la CAQ? La question est bonne, mais moi, je crois que c'est l'inverse. Parce qu'à Québec, lorsque le PQ a gagné Jean Talon, c'était de l'argent boni, c'était de l'argent trouvé. Le PQ n'avait pas d'affaire à gagner Jean Talon. Ce n'est pas un électorat qui est classiquement péquiste. Ils ont trouvé un bon candidat, ils ont trouvé une cause, ils ont profité des faiblesses de la CAQ. Terrebonne, c'est un autre scénario. Le Parti québécois est supposé de gagner Terrebonne. Et on va avoir bien sûr des chiffres là-dessus. On ne sait pas encore c'est quoi la date, bien sûr, de la partielle. Mais le Parti québécois ne formera pas un gouvernement, minoritaire ou majoritaire, s'il ne gagne pas Terrebonne. Ça fait partie des circonscriptions qui doivent être très hautes dans la liste pour le Parti québécois. C'est incroyable qu'on parle que c'est un must-win pour le Parti québécois parce qu'ils ont fini en deuxième place avec une marge de 30 points entre le Parti québécois et la CAQ en 2022. Incroyable. Mais Jean Talon, ça confirmait un peu les sondages qu'on a vus à Québec où le Parti québécois était en bonne position. Et ils ont gardé ces appuis-là depuis l'élection partielle. Et Terrebonne, ça va être la même chose. Ça va être confirmer un peu l'avance qu'on voit pour le Parti québécois dans les sondages. S'ils ne sont pas capables de le gagner, ça va causer un peu de doute avec les sondages, avec les chiffres. Est-ce que le Parti québécois est vraiment dans une position de gagner les prochaines élections générales? Mais comme tu as dit, c'est un comté qu'il doit gagner. Absolument. Et est-ce qu'ils vont trouver une bonne candidate? Parce qu'on sait qu'il veut, si c'est possible, d'avoir une femme parmi le caucus de 4 hommes. Mais oui, ça va être un partiel à suivre. Oh mon Dieu, oui. Penses-tu que François Legault va déclencher cette élection partielle tôt ou tard? Écoute, je ne le sais pas. Mais Éric, si on pense d'un point de vue purement stratégique, je ne sais même pas qu'est-ce qui serait mieux. Est-ce que ça serait bien de se lancer tout de suite, peut-être surprendre ton adversaire? La CAQ, après tout, le gouvernement, a l'avantage de choisir le timing, mais il reste que c'est 6 mois, n'est-ce pas? Et donc, l'élection doit être annoncée avant février, je crois, ou peut-être mars. Là. Alors, est-ce que tu veux laisser du temps au Parti québécois pour se préparer, pour s'enraciner? Ou est-ce que tu peux peut-être les surprendre de vitesse? Ou à l'inverse, peut-être que tu te dis, oui, mais au cours des prochains mois, si tu es la CAQ, tu penses, au cours des prochains mois, là, on va remonter. Le PQ, c'est juste une phase. Bon. S'ils se disent ça, je pense qu'il y a un gros problème, bien sûr. Ouais. Les sondages qui montraient le PQ en avance datent de novembre. Donc, on s'approche d'un tour du calendrier complet avec le PQ en avance. Mais je me rappelle très bien d'avoir discuté avec des gens à la CAQ, Éric, et pour eux, de perdre Québec, de perdre la capitale nationale, il y a quelque chose de symbolique. Ça les tracasse. Et là, je vais utiliser un mot très québécois, ça les gosse. Mais perdre la région de Québec, et là, bien sûr, je ne minimise pas l'importance de la région de Québec, mais c'est quand même juste une dizaine ou une douzaine de sièges. Il y a une trentaine de sièges dans les banlieues de Montréal. Ouais. Et donc, même si la CAQ devait perdre même presque l'entièreté de son caucus à la capitale nationale, il pourrait encore facilement être, non seulement au gouvernement, mais être majoritaire. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre à la fois Québec et les couronnes de Montréal. Bon, disons-le, les couronnes de Montréal ne sont pas tous identiques. Le Longueuil et Terrebonne, c'est pas la même chose, mais ils ont eu tendance dans le passé à voter du même côté. Quand il y a une vague, ils passent tous du même côté. Donc, c'est à suivre. J'ai bien hâte de voir ça. Puis pour les régions, bien sûr, c'est très vague. Les régions, on s'entend que Gatineau et la Gaspésie, c'est pas la même chose, mais dans l'échantillon de sondage, si on compare ça aux élections, la CAQ avait remporté les régions du Québec par 31 points aux élections. Et là, on voit le Parti québécois en avance. Je pense que c'est quelques points à peine. 4 points. Donc, même si c'est une égalité entre la CAQ et le PQ, c'est quand même un revirement de plus de 30 points.
Ouais. Et selon Léger, c'était un marge de 7 points pour le Parti québécois. Donc, on est entre 4 et 7 points, mais c'est un changement assez important. Exact. Il y a beaucoup de sièges qui changent de couleur avec de tels chiffres. Veux-tu passer un peu au fédéral ou... Juste avant de quitter, je veux juste dire un petit mot pour ceux qui ont lu ma chronique sur le sondage Palace, qui a été coulé par le Parti conservateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sachez que tous les partis politiques me contactent généralement pour me parler de sondages. Des fois, ils font les leurs, des fois, ils le font eux-mêmes, des fois, ils engagent une firme et ils coulent les chiffres qui leur plaisent. Et c'est un peu ça le problème. Je ne mettrai pas à jour la projection Québec 125 seulement avec un sondage qui a été coulé par une source partisane. La réponse est simple. La raison est simple, c'est pas que je ne fais pas confiance à Palace. Monsieur Dr Joseph Angolano est un vétéran des sondages au Canada. Je fais même affaire avec lui de façon occasionnelle. Je n'ai aucune raison de douter de ce sondage. Cependant, les partis politiques, du moins les partis sérieux, font des sondages régulièrement. Ce qu'ils coulent, c'est seulement les sondages qui leur sont plus favorables. Si le PCQ avait été à 9% dans ce sondage-là, je n'aurais jamais vu ce sondage-là. Non. Il a été coulé parce qu'il était un peu plus haut que d'autres sondages. Et c'est probablement vrai. Léger et Palace ont vu la même tendance, mais ça crée un biais de sélection, un biais statistique. Donc, je vais prendre en compte le sondage, mais quand je vais avoir d'autres données pour confirmer la tendance. Je tiens à le dire, encore une fois, ça n'a rien d'unique au Parti conservateur du Québec ou à Palace Data. Les partis coulent des sondages régulièrement. Il faut faire attention, ils vous donnent ce qu'ils veulent que vous voyez. Alors, faites attention à ça, tout le monde. J'ai écouté une entrevue avec Yves-François Blanchet sur Radio-Canada. C'était Les Faits d'abord, je pense. OK. Il disait, parce que l'animateur posait une question, il y avait un sondage avec le Bloc à 29%, ça va pas très bien pour le Bloc. Et M. Blanchet a répondu que, il y avait un autre sondage, on était beaucoup plus haut, mais le meilleur agrégateur des sondages au pays, 338 Canada, nous mettent plus haut que ça. Donc, au moins, on voit qu'il y a des appuis pour 338 Canada du chef bloquiste, mais oui, c'est comme ça avec les sondages. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y avait un sondage d'Angus Reid Institute avec 42% pour le Bloc québécois. C'est des vieilles beaux temps de Gilles Duceppe et le scandale des commandites. Des commentaires de la scène fédérale? Je veux pas exagérer, mais j'avais comme une blague parce que l'Institut Angus Reid est une très bonne firme de sondage reconnue au Canada depuis plusieurs décennies maintenant. Bon, je sais que le nom de la firme a changé, là, mais bon, Angus Reid est parmi les très bonnes firmes au Canada, mais regardez les chiffres. Ils ont eu de la difficulté au Québec dans les dernières années, au provincial, et leurs chiffres fédéraux sont un peu croches. Et donc, j'avais une blague que j'ai parlé à ma mère et mes voisins en fin de semaine. J'ai donc un meilleur échantillon québécois que Angus Reid. Alors, c'est une exagération, là, c'est pour rire, mais tu sais, quand vous avez Léger et Research Co et Abacus Data et tous les autres qui ont le bloc entre 29 et peut-être 34 au Québec, peut-être 35 pour des bons sondages, et soudainement, tu as un sondage qui arrive à « Oh non, c'est 42 », ce qui indiquerait près de 50% parmi les francophones. Ce n'est pas ça qu'on voit. On le met, c'est correct, on ne l'exclut pas, on le met sur la pile, on le rentre dans la moyenne, c'est correct. Mais je sais que ça doit être difficile pour des sondeurs lorsqu'ils voient un bon sondage et d'être convaincus « Ah, ça c'est la vérité », et soudainement, le sondage suivant est un peu moins bon, puis c'est comme « Oh, non !» C'est tout à fait normal. Mais OK, donc, Éric, parlons justement brièvement de la partielle qui s'en vient. En fait, c'est dans une semaine, n'est-ce pas? Dans une semaine, une partielle au Manitoba, Elmwood-Transcona, mais surtout, on va regarder ensemble La Salle et Mort-Verdun, qui se dessine comme une course à 3. Il y a eu un sondage qui... les données ont été derrière un mur de paiement, un paywall en anglais, mais Main Street a fait un sondage local d'environ 350 répondants et avait le Bloc en première place. Alors,
ça me fait penser à notre petit repêchage. Pour ceux qui ne le savent pas, Éric et moi, on a fait un repêchage des scénarios plausibles dans la salle Aymar Verdun. Il y en avait 6. 2 gagnants possibles au Manitoba, 3 gagnants possibles à Montréal, et donc un total de 6. Et les 2 derniers choix de notre repêchage étaient ceux où le Bloc remportait la salle Aymar Verdun. Alors, dis-moi, Éric, si le Bloc gagne la partielle, comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce qu'on explique la victoire du Bloc? Probablement, c'est une division du vote entre les libéraux et les néo-démocrates, que Craig Sauvé n'a pas performé assez bien pour avoir 30% du vote qui est nécessaire pour gagner. Et que le vote bloquiste était sur le machine, peut-être la machine du Parti québécois, avec un peu d'aide du Bloc québécois aussi, a sorti le vote et c'est comme ça que le Bloc va gagner. Mais on ne voit pas dans les sondages des signes que le Bloc devrait être compétitif, au moins capable de le gagner. Ouais. Mais c'est la même chose pour l'NPD. On ne voit pas les chiffres au Québec qui indiquent que l'NPD est dans une bonne position, mais c'est un partiel, il y a des dynamiques locales. On verra. Des journalistes ont mentionné un sondage interne où l'NPD était en première place. Ce sondage de Main Street a mis l'NPD en 3e place. Donc, honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ce partiel-là. Et ça, c'est excitant pour nous. Ben, oui, exact, parce que les 3 scénarios sont plausibles. Et je veux dire, généralement, on a un feeling là, à l'intérieur là, qu'on se dit « Ah, mais je pense que ça va arriver ». J'ai l'impression que les libéraux sont vraiment en difficulté pour avoir marché dans le comté, pour avoir parlé à à bien des gens qui sont plus près de moi de cette partielle-là, parce que j'habite dans Rosemont, moi. Donc, c'est pas loin, mais c'est pas nécessairement proche, là, au Verdun. Mais si les libéraux gagnaient par 4 points, est-ce que je serais surpris? Pas du tout. Pas du tout. Et donc, n'importe qui vous dit « Ah non, je sais absolument qui va gagner », il met son poing sur la table, là, je vais faire le son. N'importe qui vous dit ça, à moins qu'il ait fait un énorme sondage de 2000 répondants parmi des électeurs qui vont se présenter, parce que je vous avertis tout de suite, le taux de participation va être bas. À Montréal, plus qu'ailleurs au Québec, les partiels le taux de participation est plus bas. Ouais. Alors, préparez-vous à un taux de participation de 23, 24, 25%. Si c'est 30, je vais être très heureux et très surpris. Et donc, comme tu dis, en effet, si le Bloc sort son vote, il n'a pas besoin de sortir nécessairement plus de votes en nombre absolu que lors de l'élection générale pour l'emporter. Mais on ne le sait pas. J'en ai aucune idée qui va gagner. Alors qu'au Manitoba, le NPD devrait être capable de conserver. La marche est quand même haute et on imagine, avec la lune de miel de M. Quenu, le nouveau premier ministre néo-démocrate du Manitoba, ça va être difficile pour les conservateurs, même s'ils devraient obtenir un meilleur score. Est-ce que tu as une impression là-dessus? Je veux dire, je sais que ça intéresse peut-être un peu moins les auditeurs des chiffres, mais ça fait partie de la conversation. On va en parler le lendemain et ça va changer le discours narratif aux communes. La marge entre les néo-démocrates et les conservateurs était de comme 30 points, quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est 28 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Mais le sondage Main Street, la marge était de 7 points. Donc, même si on sait qu'avec les sondages dans les élections partielles, dans les comtés individuels, la marge d'erreur est beaucoup plus énorme que la marge d'erreur scientifique. Ouais. 7 points, c'est beaucoup moins que 28. Et est-ce que les conservateurs vont être capables de sortir leur vote parce qu'ils ont beaucoup d'enthousiasme? Possiblement. L'NPD aussi, avec le parti provincial qui est capable de gagner des élections, je pense que c'est la même machine qui va être en fonction en le mois de chance qu'on a. On verra. Encore là, ça c'est entre ces deux partis-là. Je ne sais pas c'est qui est le favori maintenant, mais au moins, on sait que ça va être probablement serré. Et ça va, pour les néo-démocrates, un victoire va être un victoire, mais même si c'est proche, c'est serré, c'est pas un bon signe pour Jagmeet Singh. Éric, je voulais apporter une dernière chose avant qu'on se quitte à propos des sondages, parce que j'écris là-dessus justement.
Dans le sondage léger, le sondage québécois léger, donc le gros échantillon seulement au Québec, il y avait aussi des chiffres fédéraux. On l'a mentionné, le Bloc était à 29 %, les libéraux à 27 et le Parti conservateur, je pense, c'était 23. Exact, c'était 23. Mais très intéressant, il y avait un redécoupage des intentions de vote selon provincial et fédéral. Et donc, je vais publier ça dans l'actualité cette semaine, et donc j'invite nos auditeurs à aller l'écouter. Mais parmi les électeurs du PLC québécois, donc les Québécois qui votent, qui disent qu'ils vont voter pour Justin Trudeau et les libéraux, est-ce que tu aurais une idée de quoi auraient l'air les intentions de vote provinciales parmi cet échantillon? Quel électeur? Donc, les électeurs de Justin Trudeau et du Parti libéral fédéral. Si on prend juste cet échantillon, quelles sont les intentions de vote au provincial? Je sais pas, probablement c'est 100% le Parti libéral du Québec. 41% CAQ, Wow. 37% PLQ et le reste, c'est des miettes. Et donc, chez les électeurs de Justin Trudeau, au Québec seulement, il y a égalité entre la CAQ et le PLC. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un clivage linguistique là-dedans, que nous n'avons pas, bien sûr, parce que l'échantillon était quelque chose comme 250 répondants. Mais donc, ça serait statistiquement juste de dire les électeurs du PLC qui sont francophones sont majoritairement pour la Coalition Avenir Québec. Et ça, je dois le dire, ça m'a énormément surpris. Mais quand on y pense un peu, quand on gratte sous la surface, on fait « OK, non, ça fait du sens. » Et donc, je suis en train d'écrire là-dessus, j'ai tous les tableaux et je vais faire des beaux graphiques. Donc, allez voir ça cette semaine sur l'actualité.com. Ça va faire jaser. Je regarde d'abord fédéral-provincial et ensuite provincial-fédéral. On fait le tour de tous les chiffres. Donc, je voulais mentionner ça avant qu'on se quitte aujourd'hui. OK. Un petit question, on va quitter très vite, mais M. Aucoin, pensez-vous que Pablo Rodriguez annoncera sa démission immédiatement suite aux élections partielles ou attend-il encore plus longtemps? Et s'il quitte le 17, le 18 septembre après une défaite à la salle Aimant Verdun, je pense pas que c'est un bon moment de lancer un campagne à la chefferie quand tu es le lieutenant québécois du Parti libéral du Canada. Mais c'est possible. Oui, mais disons-le, si M. Rodriguez se lance dans la course du PLQ, il ne peut pas faire partie du cabinet fédéral. Il pourrait demeurer député, bien sûr, bon, on peut discuter de l'éthique de ça, mais il ne sera pas au cabinet. Mais s'il le fait tout de suite après la partielle, supposons que la partielle à la salle Verdun est une défaite, quelle sorte de message que tu envoies? Je quitte un bateau qui coule et un bateau dont je faisais partie de l'équipage. Je m'en vais vers un autre bateau qui ne s'est pas très bien porté au cours des dernières années. Je pense logiquement, il devrait attendre quelques mois et je pense que M. Rodriguez, même s'il voit son avenir au PLQ, souhaite ardemment que le PLC remporte la salle Verdun. Ça ne serait pas surprenant. Je pense que ça va être tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs, à nos membres de notre Patreon, leschiffres.ca, www.leschiffres.ca. Donc, merci beaucoup. Et merci Philippe. On va parler encore plus tard cette semaine pour The Numbers. Et le 16 septembre, on va être sur YouTube pour les partiels en Manitoba et à Montréal. Donc, merci beaucoup Philippe et merci à tous nos auditeurs. Merci Eric, plaisir de te parler comme d'habitude. Merci beaucoup tout le monde. Sachez qu'on va répondre à plus de questions, mais pour ceux qui nous regardent présentement, je suis à mon bureau au Cégep et donc j'ai un cours dans quelques minutes. Alors, la durée de l'émission est limitée, mais on va se reprendre bientôt. OK? Merci beaucoup tout le monde.